Eh bien, alors, on passe la parole à Fabrice Flippo, qui est philosophe, professeur à l'Institut Mines Télécom, chercheur au laboratoire Changement social et politique, non? N'est-ce pas? À C'est ça. l'université Paris, Paris-Cité. Paris Cité. Bon, le logo est pas à jour. Je suis en train N'est de pas voir. à jour. Bon, Bon, l'intervention, oui, ça a encore changé. il y a un changement du titre, C'est pas donc grave, c'est pas grave. Mais c'est le je même te laisse sujet, hein. dire. En fait, je vous remercie de cette invitation. Je trouve que cette journée est très utile et je pense qu'elle aurait dû avoir lieu il y a bien longtemps parce que ça aurait permis disons, d'instiller un mouvement de clarification dans l'espace public parce que, bon, moi, je suis venu à ces questions-là un peu en étant énervé par la médiocre qualité disons, du tournant ontologique d'Escola, Latour, et qui se faisait passer un peu pour de l'écologie politique alors que ça n'en est pas. En tout cas, c'est très éloigné. Et surtout, ça noie le poisson, enfin, ça nous emmène dans des débats qui n'ont souvent ni queue ni tête. Et pendant ce temps, les gens qui travaillent vraiment sur l'écologie politique, c'est-à-dire le mouvement social, écologie politique et les partis, voilà, bah, ceux-là, en fait, ils sont pollués par ces pseudo-innovations qui sont en général sémantiques ou rhétoriques, mais qui n'apportent en fait généralement rien sur le fond du dossier, hein. Je vais citer quelques auteurs qui le montrent assez bien. Alors, rapidement, c'était à propos de moi, c'est pas quatre concepts de nature, ça c'est ce que je vais dire après. Donc, je travaille sur l'écologie politique depuis à peu près 25 ans, pour donner une petite idée. Et quand je dis écologie politique, c'est philosophie politique. Enfin, je veux dire, c'est pas sociologie, c'est pas. Et quand je dis écologie politique, c'est au sens d'une grande idée politique, du type le libéralisme est une grande idée politique, le conservatisme est une grande idée politique, le socialisme est une grande idée politique, et l'écologisme aussi. Et les grandes idées politiques, ça s'étudie à l'échelle d'une société. Donc, il faut regarder disons, les mouvements que traduit ou qu'entraîne cette grande idée politique. Donc, moi, ça fait 25 ans que j'essaye de traiter l'écologie politique comme on traite, d'un point de vue méthodologique, le libéralisme, le conservatisme. Et, voilà. Et mon autre originalité, c'est aussi de m'intéresser aux controverses autour de l'écologie politique. Donc, le fameux bouquin de Luc Ferry et toutes les controverses. Et en fait, ce qui est assez frappant, c'est à quel point les controverses autour du tournant ontologique, en fait, ne font que reprendre les mêmes controverses qu'il y avait il y a 25 ans, en faisant comme si elles les avaient trouvées. Et en fait, ils n'ont pas du tout trouvé. C'est juste qu'ils n'ont pas fait de travail bibliographique. Et donc, du coup, comme disait Frédéric ce matin, une bonne partie de ces gens-là disent qu'ils ont trouvé quelque chose alors qu'ils ont juste invisibilisé tous les autres. Ce qui est quand même pas du tout la même chose. Et je dirais que tout ça dit quelque chose à propos du fonctionnement des sciences qui me semble très problématique. C'est-à-dire que si on admet ce genre de choses, je ne sais pas si on fait encore des sciences, hein, en tout cas, on fait plus de la rhétorique et du storytelling que des sciences. Alors, juste pour dire sur quoi je vais m'appuyer, hein, donc j'ai deux bouquins qui vont sortir prochainement. Un dont je vais lire quelques extraits sur Bruno Latour, qui s'appelle Les écologistes sans la nature, le faux ami Bruno Latour, qui va sortir à Textuel en septembre. Alors, il aurait dû sortir en janvier, les impératifs commerciaux étant ce qu'ils sont. Bon, bref, ça sort en septembre. J'ai corrigé les épreuves. Je vais vous en lire un petit bout d'ailleurs sur les stratégies euh, rhétoriques de Bruno Latour. Il y a un numéro de la revue du MOS qui va sortir sur le tournant ontologique qui a aussi un certain nombre d'arguments pour débunker un peu ce truc qui est le tournant ontologique, dont il est assez étonnant de voir que en anthropologie, ça n'existe quasiment plus. Enfin, les anthropologues défendent, comme des scholars qui défendent les thèses qu'ils défendent, en fait, il n'y en a quasiment pas. Bruno Latour et Philippe Descola sont allés dans un symposium de l'Association américaine d'anthropologie en 2013 pour défendre leur thèse, ils se sont fait aligner. Ils ne sont plus jamais revenus. Et nous, on continue de croire que c'est de l'anthropologie, en fait. Donc, il y a cette espèce de tour de passe-passe, de je choisis les auteurs qui viennent me cautionner, j'invisibilise tous les autres, comme ça je fais croire que ce que je fais, c'est de la science, alors que ça n'en est pas. Donc, dans la présentation qui vient d'être faite, juste avant moi, là, je pense que ça montre bien quelle est la teneur de ces textes et pourquoi ils sont en fait si difficiles à critiquer. C'est parce qu'ils empruntent à tout un tas de registres, ils improvisent en fonction du public qu'ils ont en face d'eux pour faire des coups sur les publics. Et là, si c'est ça la science, alors enfin, c'est la même chose
que le journalisme, c'est oui, CNews fait aussi des coups, Mediapart fait aussi des coups. Bah, il n'y a plus de science en fait. Hein. Donc, faut vraiment se rendre compte de ça. Donc, j'ai ce bouquin sur Bruno Latour et comme j'ai commencé, enfin, on m'a poussé à faire un travail sur Bruno Latour, ça ne m'intéressait pas trop. Et en fait, quand on tire Bruno Latour, on est un peu obligé de aussi s'intéresser à Descola et Viveros de Castro parce que les trois sont quand même très étroitement entremêlés. Et donc, j'ai un deuxième bouquin, deux fois plus épais, qui sortira donc 200 pages pour le premier, 400 pour le deuxième, qui décortique, comme a fait un peu Frédéric Ducarme, d'ailleurs, Frédéric est un de mes relecteurs, qui décortique de manière très fine les impasses du descolisme, de Viveros de Castro, et qui propose une alternative. Parce qu'en fait, sur toutes ces questions-là, il y a une pensée que ces gens-là ne connaissent pas et qu'ils n'ont surtout pas envie de faire connaître, qui est la pensée écolo et qui est, disons, je dirais d'une manière plus générale, la critique du développement, ce qu'on peut appeler la critique du développement, qui existe dans les pays qui ont été développés, qui n'ont pas toujours été ravis de se faire développer. Enfin, voilà, c'est un débat qui est très ancien. Le postcolonial, c'est pareil, c'est pas nouveau. Le décolonial, c'est pas nouveau. Enfin, voilà, il faut un peu sortir des modes pour s'apercevoir qu'on est dans une mode en réalité et que cette mode, en fait, elle n'a pas beaucoup d'effet sur les problèmes de réchauffement climatique ou de ces choses-là. C'est plutôt une espèce de grande diversion. Et c'est voulu. Je pense que c'est voulu que ce soit une grande diversion. En tout cas, pour la tour, il me semble que c'est clair que c'est voulu. Ensuite, bon, juste toujours pour me situer, donc face à tout ça, on est un certain nombre à s'être regroupés dans la revue Bifurcation qu'on a créée il n'y a pas longtemps pour essayer d'avoir un endroit où on parle d'écologie politique de manière sérieuse, on va dire, hein, c'est-à-dire pas dans la rhétorique et où on essaye de confronter les arguments de manière élaborée. Voilà. Bon, alors, pour commencer, donc, je vais revenir un peu sur ce que j'ai appelé dans mon bouquin la critique du verbe latourien. Et alors, moi, je m'appuie principalement, hein, mes critiques, elles sont internes, en fait, c'est-à-dire que je m'appuie beaucoup sur Latour pour critiquer Latour, parce que Latour parle beaucoup de lui-même, ici, là, de manière éparse, hein, un peu comme ces textes qu'on vient de voir à l'instant. C'est des compositions de plein de registres différents. Ben, assez souvent, enfin, il parle de lui-même. Donc, si on regarde, on met bout à bout tout ce qu'il dit à propos de lui-même, il y a beaucoup de choses qui s'éclairent, en fait, quand on lit sa stratégie. Ensuite, j'ai eu recours à la critique externe, donc c'est les auteurs qu'on voit. Yves Gingras, un sociologue des sciences, qui, à mon avis, a parfaitement compris le geste de Bruno Latour. Martin Schaeffer, qui est aussi un sociologue des sciences, qui a aussi critiqué Latour. Enfin, il y en a plein, en fait, des sociologues des sciences qui ont critiqué Latour. Et je pense que Latour, une fois qu'il a été bien critiqué, ben, il a changé. Il est allé dans un autre champ. Il est allé en sciences politiques. Je vous conseille vraiment de lire l'article que Bruno Latour a écrit dans la Revue française de sciences politiques et la réponse de Favre, de Pierre Favre, qui, comment dire, l'article de Latour est d'une arrogance. Je suis là, j'arrive, avant il n'y avait rien, maintenant que je suis là, tout le monde va comprendre ce que c'est les sciences politiques. Évidemment, il s'est fait allumer par Pierre Favre dans une réponse et il n'est plus jamais revenu, comme quoi les entreprises de conquête de Bruno Latour ne fonctionnent pas à tous les coups. Donc, Jérôme Lamy, aussi un sociologue bourdieusien qui s'est intéressé à l'arrière-plan chrétien et théologique de la plupart des bouquins de Bruno Latour. Le problème, c'est que les livres de Bruno Latour sont souvent lisibles à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a le niveau un peu plat, où on lit ce qui est écrit, puis en fait, il fait signe vers autre chose. Et en général, il y a au moins deux niveaux, souvent trois. Et donc, si on n'a pas tout le corpus en tête, on ne peut. En fait, c'est très difficile à voir, en réalité. Hein. Bon. Alors, sur tous ces auteurs, quelles sont les critiques? Vu que le temps imparti est quand même assez, disons, limité, je vais un petit peu vite, hein, mais ce que dit Yves Gingras, c'est que Latour fait constamment de la philosophie et de l'épistémologie, tout en affectant de ne pas le faire. Il fait comme s'il faisait de la sociologie, mais c'est pas de la sociologie qu'il fait. Et Gingras est quand même très très clair là-dessus. Je vous donne quelques exemples hein, tirés de Gingras et puis de Latour. Hein. Dans la vie de laboratoire, par exemple, il dit on va congédier le discours philosophique aussi bien que celui de l'épistémologie, domaine dans lequel il se prétend ignare. Mais il cite Fleck, Bachelard, Serre, enfin, en fait, ces trucs, pour quelqu'un qui connaît l'épistémologie, comme moi, c'est mes deux spécialités, épistémologie des sciences de la nature et philosophie politique, en fait, c'est truffé de références cryptées à l'épistémologie. Alors, le sociologue qui ne les connaît pas, évidemment, n'y voit que du Bonjour flou. madame, alors j'espère que ma batterie va tenir. Voilà, j'ai un ancien iPhone SE et j'ai que 1% de batterie et j'arrive pas à la recharger, mais elle a eu. Mais
T'entends? Ah non, pardon, c'est bon, j'ai Batterie. excusez-moi. C'est la batterie qui est en panne. Oui, oui, donc on peut croire qu'il fait de la sociologie, alors qu'en fait, il ne fait pas de la sociologie. Et pour le philosophe, en fait, c'est incompréhensible aussi, parce que quand il dit Fleck, Serre, on ne sait pas quelle partie de Fleck ou de Serre à laquelle il fait référence. Donc c'est indiscutable, en fait. C'est-à-dire que c'est un texte, donc on ne peut pas discuter, je crois. Cette lecture, elle est très, très, je la connaissais pas, c'est très éclairante. On ne peut pas discuter un texte qui mélange sans cesse les différents registres. C'est indiscutable. Donc en fait, euh, Bruno Latour fait exactement, et ça c'est un autre trait, il fait exactement ce qu'il dit qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire qu'il enferme ses propres propos dans des boîtes noires. Vous vous rappelez, la sociologie des sciences, les scientifiques enferment leurs propos dans des boîtes noires qu'on ne peut pas discuter. Donc en fait, il a le comportement, et ça c'est une autre critique qui est faite par notamment Pierre Fabre, qui dit plein d'exemples à l'appui, dont je pourrais tenir 3 jours sur ce genre de choses, hein, avec des exemples à l'appui, bombardés d'exemples, où Latour, dès qu'il va faire un truc, et il fait complètement autre chose. Alors, moi, je dis, les relecteurs, les gens qui acceptent, qui publient ce genre de choses, faudrait quand même faire attention. En tout cas, ça marche, voilà, il réussit à produire des effets. Donc, il fait de la philosophie sans le dire. Alors, Martin Schaeffer dit, avec les actants, l'affaire des actants, vous vous rappelez, ça fait couler énormément d'encre. Et en fait, il y a un point donc Martin Schaeffer dit, c'est un peu un illézoïsme, donc on va retrouver la question de l'animisme un peu plus loin. Bon, bref. En fait, il s'appuie surtout sur la sémiotique, la sémiologie de Greimas, mais il le signale jamais. Et en fait, ou quasiment jamais, et dans la sémiotique pardon, de Greimas, je lis l'actant, je lis la définition de l'actant dans le bouquin de Greimas où il y a toutes les définitions de dictionnaire. Il dit l'actant remplace avantageusement le terme personnage dans un discours. Le terme personnage dans un discours. Ça veut dire qu'en fait, tout devient des narrations dans lesquelles tout est personnage, hein. Les objets sont des personnages et tout, comme dans les contes de fées, comme dans le storytelling, Donc, oui, ça emballe le public, puisque c'est le but, mais ce n'est plus du discours scientifique. Ce n'est plus argumentatif. Vous voyez? Donc, ça pose un énorme problème sur le fonctionnement des sciences. Alors, euh, dans Jubilé notamment, hein, son bouquin sur la religion, Latour explique qu'il raconte des histoires à des fins de conversion. Cette histoire de la conversion, de l'effet d'un texte sur son lecteur, c'est le sujet de sa thèse. Sa thèse porte sur la résurrection, et la question, il dit la résurrection, c'est l'effet, c'est pas biologique, c'est l'effet que produit le texte religieux sur son lecteur. Ça le transforme, ça le fait renaître. C'est ça sa thèse. Et en fait, c'est une thèse qui est tout le temps présente dans sa stratégie de publication, c'est de produire des textes non pas argumentatifs, faits pour être discutés, mais faits pour avoir des effets sur le lecteur. Et ça marche. La preuve, il arrive à avoir des... Donc, il faut reconnaître qu'il est très doué ça, pour ce genre de choses. C'est pas de la science, mais c'est quand même bien vu. Enfin, il sait jouer à ce jeu-là. Ensuite, il y a un enjeu donc performatif ou d'instauration du réel, hein. Troisième grande critique. Aussi bien Simon Schaeffer, pardon, c'était pas Martin, c'est Simon, aussi bien que Yves Gingras relèvent à chaque fois, quand Latour dit fait quelque chose, avant lui, rien n'existait. C'est-à-dire quand il dit la sociologie des sciences, c'est que lui, il n'y a rien d'autre. Quand il dit, et ainsi de suite. Donc il se met tout le temps, il se présente comme le héros de l'histoire en permanence. Avant lui, rien n'existait, le voici qui arrive, tout va changer. Faire événement est l'une des ficelles qui permet d'être partout cité, comme il le théorise lui-même dans son premier livre. Son premier livre, La vie de laboratoire, si vous relisez, c'est une théorie de comment être le plus cité dans le milieu académique. Et il l'a appliqué, cette théorie, à lui-même pendant toute sa vie, sauf sur son projet philosophique principal qui donne notamment les modes d'existence, qui n'a eu aucun succès. Mais parce qu'il a un vrai projet qui est pas très, disons, qui fera pas date dans l'histoire de la philosophie, mais il a un vrai projet celui-là n'est pas construit pour faire un effet, il est construit sur une vraie réflexion personnelle. Et elle culmine dans les modes d'existence, donc ce projet mort-né qui n'a donc abouti à rien. Mais tout le reste, c'est des coups, en fait, hein. Il n'y a pas que des coups. Mais et les coups, en général, fonctionnent, mais les non-coups, parce que parfois, ça ne fonctionne pas, comme à la Revue française de sciences politiques, ça n'a pas fonctionné, hein. Mais le non-coup, donc le vrai projet, celui-là, par contre, il n'a pas attiré l'attention, à mon avis, c'est assez justifié. Alors,
Schaeffer explique aussi, dans le cas de Pasteur, l'étude sur Pasteur, euh, Arnaud Saint-Martin aussi souligne combien Latour met en scène des oppositions dantesques et semi-fictives dont il triomphe généralement sans grand souci pour le respect des terrains utilisés, comme ça a été montré ce matin de manière assez abondante. L'Occident contre ses autres, la nature contre la culture, Bruno Latour contre l'épistémologie. Quand elles sont dégagées de leur gang rhétorique par les spécialistes du sujet abordé, qu'on ne cite jamais, que Latour ne cite jamais, on fait comme si c'était consensuel alors que ça ne l'est pas du tout. Ben, les affirmations bruyantes de Latour sont soit peu originales, soit éminemment problématiques, soit totalement erronées, sans qu'il se soucie jamais de clarifier ou de répondre aux objections, suivant sans doute l'adage du cardinal de Retz qui veut qu'on en sorte dans l'ambiguïté qu'à son détriment. Par exemple, quand les historiens Jean-Baptiste Fresso et Christophe Bonneuil qualifient d'historiquement faux le récit latourien d'une réflexivité écologique nouvelle qui serait advenu à partir des années 90, il n'y aura jamais de correctif. En réalité, l'enjeu de Latour, c'est celui d'un rapport de force rhétorique, exactement ce qu'il a théorisé. Latour ne répond que si les adversaires parviennent à menacer ses alliances. Du moment que les alliances qu'ils arrivent à faire sont petites et négligeables, il s'en fout, il passe à travers. Donc c'est la vérité qui trépasse. Hein. Quand même, je souligne que dans cette stratégie, c'est la vérité qui trépasse, c'est l'effort scientifique qui trépasse. Hein. Donc cette rhétorique confine souvent à l'art d'avoir toujours raison, et je vous suggère de relire L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Et quand vous regardez un petit peu les différents trucs, vous apercevez que oui, il en utilise quand même vraiment beaucoup. Alors, autre élément, hein, ne pas souscrire aux règles qu'on énonce. Alors, Schaeffer, Gingras, Favre, tous le disent, le concept de nature qu'il critique depuis le début, dans le mémo, 5 décennies plus tard, il l'utilise encore, culture, page 69, nature, page 44, et ainsi de suite. Donc, bon, à la fin, évidemment, difficile à critiquer quelqu'un à qui on ne comprend rien, et c'est normal qu'on ne comprenne rien, c'est pas parce qu'on est bête, c'est parce qu'il a très très bien embrouillé les pistes. Alors, pas une dernière critique, c'est la place de la religion. Elle est omniprésente, comme le soutient Jérôme Lamy, et comme le confirme l'ouvrage paru en 2024. Elle est là au début, au milieu, à la fin, de la thèse aux derniers entretiens, en passant par Jubilé, mais aussi les exemples choisis à allusions diverses, comme par exemple quand il répond à la critique de Pierre Fabre par une citation de la Bible ou du Nouveau Testament. Enfin, ce n'est pas mes spécialités, mais ça donne un peu l'idée. Latour dit que c'est dans l'encyclique Laudato Si, c'est l'encyclique Laudato Si qui lui a enfin donné l'occasion d'atterrir. Donc, dans le dernier, La religion à l'épreuve de l'écologie, c'est lui qui le dit, hein, l'écologie apparaissant comme une chance pour re-remplir les églises. Donc, voilà le véritable objectif de Bruno Latour, avec cette idée de ne pas désanimer la nature, ouais, bah, le souffle divin, justement, réinsuffler. Ce n'est plus de la science non plus, hein, de remettre du religieux dans la science. Et la théologie, c'est pas de la science. C'est deux choses différentes. Je vais expliquer pourquoi après, hein, pourquoi c'est pas de la science. Pourquoi, ça explique pourquoi il dénonce tout le temps le marxisme, le socialisme, les socialistes critiques. Pourquoi, dans Les Dieux fétiches, qui est sans doute le livre le plus abominable de tous, il présente un Indien qui essaye de libérer les parias et il montre, en rigolant un petit peu, pourquoi on n'arrivera jamais à libérer les parias complètement parce qu'il faut toujours se soumettre à des fétiches, c'est-à-dire la religion. Donc on comprend en fait petit à petit que la tour a un grand adversaire, c'est l'émancipation. Et donc, le concept de nature, parce que le concept de nature est une base de l'émancipation, une base incontournable. Alors, il y a deux autres critiques qu'on peut ajouter, hein, cette stratégie de capitalisme académique qu'il a décrit, notamment dans un petit article qui s'appelle Portrait d'un biologiste en capitaliste sauvage en 1984 et qui ressemble beaucoup à un autoportrait. Et puis euh, un autre problème aussi, c'est que pointe Arnaud Saint-Martin, c'est cette manière d'inventer tout le temps, de créer non pas des concepts, hein, parce qu'un concept, c'est quelque chose qu'on conçoit de manière très très claire, hein, mais des expressions qu'on qualifiera d'humoristiques et opaques. Il ne cesse de donner à des mots banals, tels que le clic, un sens très particulier qui sied à l'univers particulier qu'il se crée, l'univers singulier qu'il se crée. D'où des lexiques assez longs, difficiles d'accès, un parler la tour que le lecteur est contraint d'adopter ou de rejeter en bloc, comme le relève Arnaud Saint-Martin. Les héritiers singent le maître jusque dans le style, se posent aussi en grand prêtre détenteur du sens devant lequel nous devrions tous nous incliner. Mais là encore, c'est une ficelle rhétorique permettant de remplacer l'argumentation par la persuasion. La tour ouvre et ferme ses expressions comme autant de boîtes noires qui se dérobent sous les pieds de celui qui voudrait se risquer à s'opposer à cette thèse. Décidément, cet auteur n'a rien de commun avec le projet démocratique d'un Diderot, ni avec celui de l'écologie politique. Donc voilà. Alors j'ajouterais aussi hein, que
tout ça rappelle quand même quelque chose de déjà vu. Je vous rappelle ce que disaient Alan Sokal j'ai oublié le prénom de Bricmont, qui, dans le bouquin, le fameux bouquin en 97, qui s'appelait Imposture intellectuelle. Il disait que les impostures intellectuelles reposent sur quatre stratégies. Parler abondamment de théories dont on n'a qu'une vague idée, ici l'écologie politique, enfin en tout cas sur mon sujet. Importer des notions de science exactes sans justification empirique ou conceptuelle, pareil. Exhiber une érudition superficielle en jetant des mots savants à la tête du lecteur, ça, c'est toutes les pages, toutes les lignes. Manipuler des phrases dénuées de sens en se livrant à des jeux de langage. Ce sont des techniques qui auraient dû être neutralisées par l'institution scientifique dont c'est normalement le rôle. Donc le triomphe de la tour, quelque part, c'est un peu aussi l'échec de la science et ça dit quelque chose sur les enjeux de notre temps, à l'époque de Trump. Je vous rappelle quand même. Alors, si j'avance un petit peu maintenant, si on veut clarifier ce concept de nature, là, quelques clarifications ce matin, je vais continuer un peu, mais cette fois avec un angle plus, je dirais, plus politique. Hein. Euh, Plus politique. Alors, qu'est-ce qui est important dans la distinction entre nature et surnaturel, entre nature et surnature, c'est-à-dire la nature, c'est le grand tout dont il est une preuve possible. Dont il est une preuve possible. D'accord? Le surnaturel, il n'y a pas de preuve possible, il faut y croire. Alors, il y a une gradation entre les deux, hein, qui s'appelle le fétichisme, entre la religion purement surnaturelle et tout ce qui peut être démontrable. Il y a une gradation. Néanmoins, il y a d'un côté le monde des preuves, c'est-à-dire on peut prouver que la table est là, de manière publique, on peut prouver que Bruno Latour a écrit ceci ou écrit cela, comme ça a été fait juste un instant, mais on ne peut pas prouver que Dieu existe. On ne peut pas prouver que Dieu existe. C'est pour ça que Dieu fait partie du surnaturel. Or, sur le plan démocratique, c'est la différence entre justement une démocratie séculière et une théocratie. Si vous faites rentrer les enjeux, les arguments théologiques surnaturels dans le jeu démocratique, c'est plus une démocratie, c'est une théocratie. On se rapproche de l'Iran, par exemple. Alors, dans le cas de l'islam, mais la chrétienté, historiquement, n'a jamais été en retard pour importer le pouvoir religieux dans le domaine du gouvernement. Donc, cette distinction entre nature et surnature, elle est d'une importance capitale. Et c'est pas pour rien que les Lumières utilisent le mot nature contre le clergé. Non pas pour défendre le mécanisme Descartes, ça n'a rien à voir. C'est pour se débarrasser du clergé, lequel clergé, à l'époque, gouverne. Donc, si on a envie que les lois soient décidées par la lecture de la Bible plutôt que la consultation des citoyens et l'examen des faits, continuons. Vous voyez. Alors après, on peut évidemment compliquer un tout petit peu ce que je dis. Ça, c'est quand même assez ramassé parce qu'on n'a pas assez de temps. Hein. Mais je cite quand même ce que disait Ernst Cassirer dans La philosophie des Lumières dès 1932 appartiennent à la nature, sans préjudice de leur contenu, toutes les vérités qui sont susceptibles d'une fondation purement immanente. Fin de citation. C'est ça la philosophie des Lumières. Donc quand Descola dit que les Lumières, c'était le début de la fin pour les non-humains, quand la tour se tourne vers Stephen Toulmin ou Éric Veuglin, qui sont des auteurs théo-conservateurs, pour expliquer que c'est là qu'il faut regarder, apprendre le latin et le grec, on comprend pourquoi ils critiquent les sciences. Parce que les sciences sont émancipatrices. Voilà le fond caché, si vous voulez, du latourisme. On comprend aussi pourquoi il se tourne vers les peuples primitifs, entre guillemets, et si possible, les plus conservateurs d'entre eux. C'est-à-dire les Achuars, quand même. Alors, qu'est-ce qui fait que l'empreinte écologique des Achuars est limitée? Ben, parce qu'un homme sur deux meurt à la guerre. Un homme sur deux meurt à la guerre. Donc, en fait, la population n'augmente pas. Donc, la solution pour la crise écologique, bah, c'est la guerre. Tout simplement, si on veut transposer. Hein. Euh, le féminisme des HUA, on en a parlé ce matin. Les femmes, bah, on les vole, on les viole. Si elles ne sont pas contentes, on les tape avec la machette. Le plat de la machette, si elles ne sont pas contentes avec le tranchant, puis si vraiment elles n'y arrivent pas, on les tue. C'est comme ça chez les HUA. Si on a envie de prendre. Voilà. L'écologie politique, c'est pas de ce côté-là qu'elle regarde. Oui, il y a de l'intérêt pour les primitifs, mais c'est plutôt les Hadza de Marshall Salins qui sont égalitaires plutôt que les hachoirs de Descola. Descola, lui, il met tout dans un même pot. Les sociétés conservatrices, les sociétés plus émancipatrices, c'est pas son problème. En réalité, ça ne l'intéresse pas. Donc ça n'intéresse pas, enfin la tour, l'émancipation pour lui, c'est un problème. Descola, ça n'intéresse pas parce qu'effectivement, c'est pas une pensée politique, c'est une pensée qui est plutôt de l'ordre de l'environnementalisme, c'est-à-dire qui s'intéresse au rapport à la nature en général, quel que soit l'ordre des sociétés, ce que ne fait pas du tout l'écologie politique.
Bon, en tout cas, c'est pas ça qui définit l'écologie politique. Et Viveros de Castro, même chose, quand on regarde Viveros de Castro, il s'inspire des cannibales pour nous expliquer que c'est de l'anarchisme. Les gars, faut faire un petit peu de philosophie politique, ça serait quand même mieux. Donc, on a parlé ce matin, peut-être Bernard, je ne sais plus si tu l'as dit à la tribune, que certains s'improvisent dans des domaines qu'ils ne connaissent pas et sont des charlatans. Voilà, cherchez le mot. Et là, on est en plein charlatanisme. Donc, bon, voilà. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est nature-artifice ou nature-culture. Alors, je pourrais, j'en ai quand même assez long sur le sujet. Le lien a été indiqué en tout début de présentation. Vous pouvez aller voir, donc je vais assez vite, hein. Là aussi, ça, Andreas Malm a écrit un bouquin contre Latour et Descola en disant que c'est une opération de blanchiment des responsabilités. Et effectivement, qu'est-ce qui est important d'un point de vue politique entre la différence entre nature et artifice? Bah, c'est la différence entre un accident mortel et un meurtre. Dans un meurtre, il y a quelqu'un qui artificiellement a provoqué la mort de quelqu'un d'autre. Dans un meurtre, dans un accident ou dans une mort naturelle, comme on dit, bah, c'est la nature, il n'y a pas de coupable humain. Donc, si on ne sait plus où sont les coupables, où on ne sait plus attribuer les responsabilités entre les humains et les non-humains, en fait, il y a plus d'état de droit, il n'y a plus de possibilité d'imputer des responsabilités à quelqu'un, et on est en train de tout noyer. En réalité, la question comment, de la reddition de comptes, comme on dit, qui est très très importante en matière démocratique. En matière démocratique, il faut identifier, faut pouvoir identifier qui a fait quoi, de telle manière à demander des comptes. S'il n'y a plus possibilité d'imputer des responsabilités, il n'y a plus possibilité de demander des comptes. Donc, il n'y a plus possibilité de demander des comptes à la tour une fois qu'il a tout mélangé dans son texte. Puisqu'on ne sait pas, on aura toujours tort parce que si on dit quelque chose sur son texte, il va choisir un autre endroit. Mais non, c'est pas ça que je dis, regardez. Là. Alors après, il restera que comme ça on dit quand même assez souvent, que ceux qui, une petite, disons, un petit clergé va se former, des interprètes autorisés de Bruno Latour, et puis les autres, ben, ils seront priés de, voilà, de prier, de dire, bah, c'est ça la vraie version. Ben non, non c'est pas ça les conditions d'un débat dans lequel on peut imputer des responsabilités. Donc, ça veut dire, enfin, tout ça derrière, il y a le juridique, la police, toutes les fonctions régaliennes, enfin, voilà, c'est tout ça qui est annihilé. C'est la science aussi, parce que qu'est-ce que c'est que la science? Ben, c'est de manière permanente essayer de distinguer dans ce qu'on étudie ce qui relève de notre projection, ce qu'on projette, nous, les théories, les préjugés, tous ces trucs-là, et de ce qui est dans l'objet, qui n'est pas de notre fait. Donc, l'exercice scientifique, l'exercice de connaissance présuppose cette distinction-là. Rien, quand on lit Les Lances du crépuscule de Descola, rien ne dit que les Achuars n'en soient pas capables. Au contraire, c'est-à-dire qu'on voit bien les Achuars, avant qu'ils partent dans une expédition punitive pour aller massacrer quelques-uns de leurs voisins, ils se livrent à ce jeu d'imputation des responsabilités. Quand ils jugent ce que dit leur chaman avec ses fléchettes magiques, pareil, ils essayent de savoir si c'est vraiment les fléchettes magiques ou si c'est pas une autre cause. Hein. Et David Graeber a écrit un très long article dans la revue de théorie d'ethnologie théorique HAUO pour expliquer à quel point, alors il visait plutôt Viveros de Castro, mais Viveros de Castro se livre au même jeu rhétorique en empêchant, enfin, en ne rendant même pas compte en fait de la réalité des populations qu'il étudie. Il y a un anthropologue qui a écrit un bouquin sur l'anthropologie de science-fiction de Viveros de Castro. Donc, vous voyez, tous ces gens-là, en fait, on croit qu'ils parlent d'anthropologie, alors qu'en fait, ils parlent d'un truc qui intéresse leur public, c'est-à-dire les salons parisiens principalement, et ça va pas beaucoup au-delà. Alors, nature, accident aussi, qu'est-ce qui est essentiel, alors pas essentiel, mais qu'est-ce qui fait partie de la nature de la chose en question? Parce que dans les essences, on peut ajouter tout ce qui est surnaturel. Il y a une essence des anges, mais il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de nature des anges, parce que pour qu'il y ait une nature des anges, il faudrait qu'on puisse les observer. Or, sauf si vous me trouvez une preuve de l'existence des anges, je pense que personne n'en a jamais vu, et donc du coup, ils n'ont pas de nature au sens de nature au premier sens, c'est-à-dire le monde dans lequel la preuve est possible, qui est le sens ancien, basique, hein, il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin. Hein. C'est tout le domaine où la preuve est possible. Donc, la science non plus va pas être possible si on ne peut pas déterminer la nature, c'est-à-dire en fait l'identité des êtres et des choses.
Et enfin, c'est peut-être pas le moins intéressant, la nature, c'est aussi ce qui est inappropriable. Quand on regarde en philosophie politique, que ce soit la clause de Locke, que ce soit ce que dit Kant sur le caractère sphérique de la planète Terre, en gros, on peut s'approprier la nature, mais il faut qu'il en reste pour tous les autres. C'est ce que dit Locke à peu de choses près. S'il n'y a plus de nature, il n'y a plus que de l'artifice. S'il n'y a plus que de l'artifice, bah, c'est ce que disent les libertariens. Il n'y a pas de nature, il n'y a que de l'artifice. Tout a été déjà marqué du sceau de la propriété de quelqu'un. Et donc, il n'y a plus rien pour ceux qui viennent au monde. C'est ce que disait déjà Malthus. Donc, autant dire qu'on n'est pas vraiment dans des nouveautés. On est plutôt dans une pensée qui, plus on creuse et plus on s'aperçoit que c'est du côté conservateur que ça penche. Aussi, ceux qui disent que Latour ou Descola ont quelque chose à voir avec les ZAD, je pense qu'ils n'ont pas vraiment lu ou pas vraiment lu de près ce qu'ils écrivent. Bref, en tout cas, alors évidemment, proposer une distinction alternative humain-non humain, ça résout rien, parce que à chaque fois, non humain ou humain peut être naturel ou surnaturel. Les âmes humaines, par exemple, les âmes humaines, bah, c'est humain, mais c'est surnaturel. Donc il faut préciser si c'est surnaturel ou pas surnaturel. Euh, Descola a tendance à dire que les non-humains, c'est le vivant, mais c'est pas le cas chez Latour. Les non-humains, c'est aussi les robots. Donc en fait, avec son non-humain, il noie complètement le problème principal de l'écologie politique, qui est de savoir si on doit choisir entre les robots et les jaguars. Dans la nuit des non-humains, les vaches sont grises, pour faire de la métaphore. On ne discerne plus rien. La composition, voilà, bon, on compose, on ne sait pas quoi, on compose. Ouais, ça n'a rien à voir avec les enjeux concrets de l'écologie politique, qui est de savoir si aujourd'hui, il faut investir dans le gaz ou dans l'électricité ou dans les renouvelables, faire des parcs naturels ou ne pas en faire. Enfin, toutes ces choses, c'est ça les enjeux de l'écologie politique aujourd'hui. Alors, et enfin, tout ça, c'est une invisibilisation assez volontaire. Volontaire pourquoi? Parce que Descola cite Serge Moscovici, par exemple, l'essai sur l'histoire humaine de l'idée de nature. Il le cite pour l'évacuer. Et dans la tour aussi, on trouve beaucoup de citations d'auteurs écolos, il les connaît. Donc, s'il les invisibilise, c'est volontairement. Et il y a beaucoup de petits signaux comme ça où on voit qu'en fait, il y a quand même beaucoup de stratégies. Alors, je continue. Pour montrer un peu le niveau de flou, hein, pour prendre un exemple, euh, je me suis intéressé de manière un peu plus proche à cette question de l'animisme qui est présentée comme étant très souvent. Donc il y a le naturalisme, il y a l'animisme, ça a été dit. Donc le naturalisme, c'est mal, c'est quoi que Frédéric il a dit. L'animisme, donc c'est bien. Enfin, c'est ce qui ressort de manière constante de tous ces discours. Et je ne sais pas si vous avez vu le bouquin de Jean Foyer, justement sur comment la vinification, la biodynamie. Il dit que c'est le contrepoint en Occident des pensées amazoniennes et du tournant ontologique. Donc, tout le monde comprend ça. Alors, évidemment, si on va dire ça à la tour, de ce qu'on ah non, on n'a jamais dit ça, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Oui, absence de responsabilité. On a compris, c'est jamais de votre faute, c'est toujours de la faute des autres, hein. Donc, vous jouez pas le jeu, en fait. Euh, mais qu'est-ce que c'est l'animisme quand on regarde un peu dans le détail? Alors, Frédéric Keck, dans Esprit, a fait un article en disant qu'il y a plusieurs sens d'animisme. J'en ai rajouté quelques-uns. Euh, je vous les livre, disons, les uns après les autres, hein. Alors, animisme, ça pourrait vouloir dire que les objets sont des personnages. Ben, en fait, ça, c'est juste la sémiotique de Grémas, hein. C'est pas de l'animisme, c'est la sémiotique de Grémas. C'est une espèce de mise en scène des objets, des êtres dans une narration. Le renvoi des signes entre eux, enfin, voilà, puisque ça a à voir avec l'animisme. J'insiste pour dire que ces cinq sens-là ne sont pas distingués par Descola. Descola ne fait pas de distinction entre ces cinq sens-là. Donc, quand Descola parle d'animisme et tous les autres à leur suite, on nage allègrement dans le on ne sait pas de quoi on parle. Deuxième lecture, avoir une lecture affective de notre rapport au monde et non pas une lecture utilitariste cartésienne, affective, les attachements. On aime faire du vélo, on aime taper sur l'ordinateur, on aime écrire des livres et toute cette dimension affective, en fait, euh, c'est un rapport non utilitariste au monde dont on peut dire que ça se rapproche quand même pas mal de l'animisme. En tout cas, il faudrait distinguer chez les HUA si c'est de ça dont il est question, ou si c'est plutôt le cas d'avant, ou si c'est plutôt le cas d'après. Le cas d'après, c'est ce que dit Jack Goody sur la codification orale de la structure symbolique, c'est-à-dire que chez les peuples
chez les peuples primitifs étudiés, comme ils ont une codification orale de la structure symbolique et pas une codification écrite, eh bien forcément, ça marche différemment. Ça marche différemment et ça survalorise en particulier non pas l'argumentation, mais la narration, le récit, parce que c'est facile à mémoriser. Et donc, si c'est cet aspect-là, il faudrait distinguer ce qui, dans leur codification orale, relève de l'argumentation de ce qui relève du récit. Mais évidemment, comme pourtant c'est un anthropologue assez connu, Djagoudi, il me semble, hein, ce n'est même pas discuté par les gens qui parlent d'animisme. Donc ils continuent à confondre, ça veut dire trois sens qui peuvent être confondus très facilement. Ensuite, autre sens qui fait plutôt de la psychologie, l'étude, je précise sur le sens précédent, que l'oral existe aussi évidemment dans les sociétés modernes. C'est pas parce qu'on a de l'écrit qu'on n'a plus d'oral. Les réseaux sociaux montrent ça de manière, disons, assez évidente. Euh, Pareil, dans la codification orale, alors quelque part, quand Latour, Latour et Descola ont recours en réalité à une trame narrative, en fait, ils reviennent à une forme d'oralité, ce qui est aussi très séduisant. Ça se raconte bien, c'est drôle, voilà, c'est brillant même, on va dire, ça fait très très bien dans les salons parisiens, mais encore une fois, c'est pas de la science, on n'est pas dans l'argumentation. Quatrième élément, la propension universelle des êtres humains à agir avec le monde sur le mode du dialogue. Ça existe. J'ai cité un article sur les enfants, une étude de psychologie sur les enfants, qui montre que les enfants, évidemment, disent ma poupée m'a dit que, mon ordinateur m'a dit que, elle m'a parlé, mais ils savent bien que c'est pas vrai en fait, hein. Ils savent que c'est des objets qui en réalité ne parlent pas. Or, est-ce que vous avez déjà vu à un moment des scolaires poser la question et Descola et tous les autres, hein, à leurs informateurs pour voir s'ils y croient ou pas? C'est exactement l'objection que Graeber fait à Viveros de Castro. Graeber prend son cas de terrain et il dit, mais le problème, c'est que tout ce que tu dis, toi, Viveros de Castro, qui existe chez les primitifs, moi, mes primitifs, ils y croient pas. C'est quand même un problème. Bon, et ça rejoint l'absence de politique et le culturalisme exacerbé de toutes ces études, qui fait qu'ils vont prendre les sociétés comme un tout, sans discuter des, disons, des tensions internes, c'est-à-dire certains ne sont pas d'accord avec ce que d'autres affirment. Et donc, en réalité, il y a une diversité de positionnement interne à ces sociétés-là, des diversités internes au positionnement de la modernité aussi, mais non, on va avoir deux cultures qui réifient les individus à l'intérieur de l'ordre culturel, donc c'est des exemplaires identiques les uns à la suite des autres de leur ordre culturel, ce qui ne marche pas du tout. Donc, si on fait comme Philippe Descola à propos de la modernité, il dit lui-même que sa source de connaissances à propos de la modernité, c'est ce qu'il a appris en licence de philo, bah, ça donne une idée non pas de la modernité, mais de la licence de philo. Voilà, un peu consternant, je dois dire. Mais j'y suis passé, je sais à peu près ce qu'on dit dans une licence de philo. Et effectivement, on dit que tout a commencé avec Aristote et Platon. Et après, il y a deux grands récits, hein. Il y a celui qui dit «Nous sommes trop géniaux». Et puis, donc ça, c'est le récit, on va dire, ethnocentrique. Et puis, l'autre récit néo-heideggérien qui dit «Tout est foutu». Et voilà, l'Europe a tout corrompu. Bon, alors, tout ça, j'arrive quand même au cinquième point. Le cinquième point, c'est attribuer réellement une intentionnalité, une intériorité à des êtres qui n'en ont pas. Attribuer réellement. Alors ça, oui, c'est effectivement le cinquième point, sauf qu'il n'y a pas de preuve que les Achuars le fassent. C'est-à-dire ce point n'est pas discuté en tant que tel chez les scholars, ni chez les autres d'ailleurs, parce que c'est mélangé avec les quatre autres éléments. Il faut rappeler aussi que Edward Tylor était, donc le premier anthropologue à utiliser l'animisme, c'était un athéiste militant. Et en fait, il voulait utiliser animisme pour dire que ce qui est vivant est vivant. Non pas attribuer une intentionnalité, une intériorité à des êtres qui n'en ont pas, mais attribuer une intentionnalité, une intériorité à des êtres qui en ont. Donc en fait, c'est juste la vie. C'est pas, voilà. Alors ça se comprend dans son contexte parce que il s'opposait à ceux qui avaient une vision justement trop mécaniciste en fait des vivants. Alors, euh, autre élément, Tylor fustigeait tout autant les différentes formes de fétichisme. Le fétichisme étant précisément d'attribuer une intentionnalité, une intériorité à des êtres qui n'en ont pas. Que ce soit les chrétiens qui croient que l'âme survit après la mort, Non, ou non, les chrétiens, ils croient à la résurrection des corps, c'est pas l'âme. et, et les fé- et le fétichisme, Ça, c'est les platoniens. si je peux continuer, Oui. et les différentes formes de fétichisme qu'on peut trouver dans différentes populations.
Alors, la fin du fin, je dirais, c'est l'article de Ren Wilkinson, un anthropologue spécialiste des Incas, qui revient sur, il fait une espèce de grande fresque sur l'animisme depuis Tylor, quasiment, hein. Et il conclut que l'animisme a toujours été une espèce de pot pourri, j'ai écrit porc pourri, pot pourri, accueillant tout ce que les Occidentaux ne comprenaient pas chez les peuples étudiés, sans qu'on apprenne quoi que ce soit sur ces peuples en question. C'est juste, hein, ça me fait penser à un prof que j'avais en DEA, c'était un DEA à l'époque, il me disait, dans un système philosophique, il y a toujours un truc qu'on n'arrive pas à expliquer, alors on met un post-it, Dieu. Bah, c'est un peu ça, il y a un truc qu'on n'arrive pas à expliquer, et on va appeler ça animisme. Et en ce moment, bah, cette question animisme-nature, bah, ça exprime une chose, ça exprime l'éco-anxiété des Européens qui vont chercher chez les primitifs une critique du développement, puisqu'ils pensent que le développement, c'est le problème, donc ils reviennent à l'origine du développement, qui sont les peuples primitifs. Donc, développés et primitifs sont solidaires à l'intérieur d'une même vision du monde qui est complètement européenne. Pourquoi aller voir les primitifs plutôt que d'aller voir des sociétés qui sont avec une plus grande division du travail? Ce côté solidaire des primitifs et des développés comme les deux bornes d'une vision linéaire de l'histoire, qui est parfaitement eurocentrique, était déjà critiqué par les écolos dans les années 70. Donc autant dire que progrès zéro, enfin en tout cas je cherche encore, sinon le grand retour du christianisme sur la question écologique. Euh, je pense que je suis déjà assez long. Bon, je peux dire encore il me reste combien de temps? 5 minutes. Ah ouais, ça va, super, j'ai bien calculé. Alors, il dit aussi que, point intéressant, il dit que l'animisme chez les Incas, en fait, ça renvoie à tout ce qui bouge, pour une raison qu'on ne peut mal expliquer. Soit que c'est la psyché, ce que nous on appelle la psyché, soit ce que nous on appelle l'énergie, soit ce que nous on appelle la gravité, soit ce que, bon, des forces. Enfin, animisme regroupe en fait tout ça. Et alors, une fois qu'on a dit ça, on se dit, ah bah ouais, c'est vrai que c'est la merde. Même nous, on ne sait pas faire la bonne distinction entre ce qui relève du biologique et ce qui relève du psychologique. Il y a des débats énormes pour savoir lequel relève de quel ordre. Avec la puissance des outils qu'on a pour faire la différence entre les deux, on n'y arrive pas. Et on va le reprocher aux Incas qui, eux, sont un peu flous sur le sujet. Bah, non, on ne va pas être si méchant. Et ce qu'on va faire, c'est essayer de leur poser la question. Ça serait intelligent d'essayer de leur poser la question, plutôt que de tout mélanger encore pire qu'eux. Wilkinson rappelle aussi que si on veut garder la catégorie d'humain et de non-humain hein, à la place de nature-culture, bah, chez les Incas, il n'y a pas vraiment d'humain au sens où l'entend nous, parce qu'il y a les esclaves qui ne sont pas vraiment des humains. Alors, il n'y a pas vraiment de non-humains non plus, parce qu'une fois qu'on a dit que les humains, ce n'étaient pas vraiment des humains, c'est quand même compliqué de dire ce que c'est que les non-humains. Et donc, en fait, on retombe assez vite dans un problème interculturel assez classique, qui est que oui, il n'y a pas de correspondance terme à terme d'une catégorie dans une culture à une catégorie dans une autre culture. Mais ce que ça montre aussi, c'est qu'on a affaire à un comparatisme qui est mal maîtrisé, parce que enfin, un ethnocentrisme quand même aussi grossier, on n'avait quand même pas besoin disons, de le répéter. Ce que disait euh, Louis Dumont sur le comparatisme dans un de ses bouquins sur l'Inde, rien que respecter ces règles-là, déjà, ça aurait beaucoup aidé. Et donc, la deuxième partie, donc je fais aussi un peu de publicité pour moi, la deuxième partie de mon bouquin sur Viveiros de Castro d'Escola, donc là, c'est vraiment un tout petit aperçu ce que je vous ai fait, c'est beaucoup plus long, mais la deuxième partie, c'est une alternative à tout ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce serait un comparatisme bien fondé? En m'appuyant sur des gens, je dirais, un peu plus sérieux, notamment l'épistémologue Sandra Harding, pour donner une des références sur lesquelles je m'appuie, qui est une épistémologue perspectiviste, mais pas d'un perspectivisme comme celui de Viveiros de Castro. Elle est l'auteur de la Standpoint Theory, comme on dit, hein, sur toutes les critiques du développement qui existent depuis longtemps et qui sont bien mieux faites par tout un tas d'auteurs, et notamment un penseur du plurivaire qui s'appelle Raymond Panicard, que Serge Latouche disons, exhumé il y a une bonne dizaine d'années. Donc pendant que toute une file, disons, tout un courant de pensée de critique du développement assez inoffensive allait, disons, réinventer l'eau chaude, il y avait une autre ligne assez ignorée par ce courant-là, enfin, volontairement, parce que ça leur faisait de l'ombre, plus sérieuse, plus solide, avec beaucoup plus postcolonial,
et ainsi de suite, tournés vers l'émancipation, cette fois, qui, disons, accumulaient, avec parfois des auteurs communs, comme Marshall Salins, hein, par exemple, qui est un auteur bien connu dans l'écologie politique, qui est cité dans des textes écolos des années 70, enfin, Âge de pierre, Âge d'abondance, c'est vraiment un classique. Mais Marshall Salins est du côté de l'émancipation, il regarde l'ordre interne des sociétés. C'est pas le cas de tous ceux qu'on a, tous ceux qu'on a évoqués. Donc, la deuxième partie, c'est une alternative à tout ça. Alors, finalement, on peut se demander, c'est quoi, là, en conclusion, hein, ce que je dis dans le livre, c'est que Latour, Descola et Viveros de Castro, en fait, sont des personnages avec des trajectoires très différentes, des objectifs très différents, mais qui partagent néanmoins certaines choses. Alors, je retrace tout, hein, c'est-à-dire Viveros de Castro, comment il va découvrir Descola, il va réutiliser des trucs de Descola, Descola va réutiliser des choses de Viveros de Castro. Enfin, l'histoire est assez longue et compliquée. Latour rentre là-dedans. Enfin, bon, bref. Euh, Descola, je pense que c'est quelqu'un qui s'est intéressé dans son pré-bouquin en 86 à une anthropologie de la nature, qui ne lui posait aucun problème à ce moment-là, aucun problème. Il utilisait des catégories de l'écologie scientifique dont il voyait qu'elles étaient facilement traductibles dans la société HUR, ça lui posait aucun problème. Il a commencé sous l'influence particulier de la Tour à se dire que tout ça, ça devenait problématique. Les lances du crépuscule, aucun problème non plus avec le concept de nature. Rien, aucun problème. C'est pas vraiment son sujet. Mais il y a une troisième phase dans laquelle il présente une espèce de critique de la modernité qui est en fait une critique qui peut se laisser comprendre comme conservatrice ou pas. Il reste dans l'ambiguïté. Moi, je pense qu'il reste dans l'ambiguïté. Pourquoi? Parce que c'est un environnementalisme, c'est-à-dire qu'il s'intéresse au rapport à la nature en général et pas du tout à l'ordre des sociétés. Or, l'écologie politique, c'est de se dire que ce qui fait le rapport à la nature, c'est l'ordre des sociétés. C'est parce qu'il y a une certaine division du travail qu'il y a des mines ou des forêts en coupe rase, ou c'est parce qu'il y a un certain ordre social. C'est ça l'écologie politique. Et quand on regarde tous les textes qui se sont intéressés à l'écologie politique, tous opposent dès la première page l'écologie politique n'est pas un environnementalisme. Donc le descolisme est un environnementalisme. Donc évidemment, c'est un peu tout terrain. Et puis, il fait plutôt écho à la branche un peu la plus conservatrice, hein. Edward Goldsmith, dans les années 80, 70 à 90, Edward Goldsmith, qui a écrit le Tao de l'écologie, par exemple, c'est quelqu'un qui adore les peuples primitifs, tous, sans exception, sans regarder l'ordre interne. C'est très spiritualiste aussi. Ils adorent les Amérindiens, tous, pareil, sans regarder le détail. Est-ce que pour autant, ils changent l'ordre social? Ben non, pas trop, parce que, vous comprenez, il faut respecter les fétiches. Chaque peuple doit respecter les fétiches. Et si les indigènes, les Amérindiens disparaissent, bah, ils ont perdu le rapport de force. Après tout, ils ont fait de mauvaises alliances. C'est comme ça. Donc, il y a pas, vous trouverez nulle part une défense conséquente des peuples indigènes dans toutes ces littératures-là. C'est comme c'est quand même assez stupéfiant, quoi, hein. Alors, bon, la tour, pour moi, c'est voilà, alors, vite fait, hein, Latour, pour moi, c'est un grand bourgeois qui vient d'une famille de la grande bourgeoisie, avec tout ce qui va avec, donc le savoir-faire, l'entre-gens. Pourquoi il est allé facilement en Californie? Parce que par son abbé, les enfants de chœur de machin qui étaient ensemble, et voilà, tout est comme ça dans sa carrière. Pourquoi il arrive à écrire un article aussi scandaleux dans la Revue française de sciences politiques? Ben, certainement parce que le directeur l'a demandé, il n'y a pas d'autre, l'a imposé, il n'y a pas d'autre explication. Donc, ouais, il s'amuse. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec Descola, qui est plutôt un environnementaliste, je dirais un élève plutôt médiocre, qui est tombé sur un sujet qui était une poule aux œufs d'or, qui a fini au Collège de France, un peu sans faire exprès. Et Viveros de Castro, c'est le storyteller qui se part de l'autochtonie amazonienne et qui plaît dans les salons. Voilà, bon merci.